Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation d'après-midi de la journée Appui Livre du 23 mai. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je ne serai pas votre animatrice cet après-midi. C'est Rose qui est avec nous depuis le mois d'octobre, qui travaille avec nous, qui donne plein d'animations depuis quelques mois, qui sera votre animatrice. Rapidement, je vous fais une petite présentation de Pouce Carré. Alors, Pouce Carré, c'est une entreprise qui est née il y a maintenant 3 ans. C'est une entreprise qui a comme mandat principal d'offrir des occasions de rencontre entre le milieu du livre et les milieux pédagogiques partout au Québec et dans la francophonie canadienne. Donc, on offre des présentations de livres qui sont gratuites pour vous permettre de découvrir les livres des maisons d'édition qu'on représente. On travaille vraiment comme représentante. On représente, bon an, mal an, je vous dirais, là, 20 à 25 maisons d'édition. Puis, il suffit de nous contacter, on trouve une date qui vous convient, on regarde quels sont vos besoins, puis nous, on choisit parmi les maisons qu'on représente celles qui sont les mieux adaptées pour répondre à vos besoins. Donc, on fait ça. On a aussi toutes sortes d'autres tâches connexes. Alors, on fait de l'animation auprès des jeunes, on fait de la formation aussi pour les journées pédagogiques, les congrès. Puis, on a également des fiches pédagogiques, toutes sortes. On fait toutes sortes d'affaires, là. On a plein de mandats qui sont très excitants. Avant de céder la parole à Rose qui va vous présenter les éditions Les Allées, j'aimerais vous présenter ma partenaire dans la compagnie, France Aymon, qui vous a peut-être contacté pour vous inviter à venir y participer, mais c'est toujours le fun de pouvoir mettre un visage sur les noms. Donc, France travaille au développement. Donc, elle contacte les milieux scolaires pour faire connaître nos services, notamment nos animations gratuites. Donc, France, si tu veux dire un petit mot, tu peux apparaître à l'écran en Oui, grand format. bonjour. Merci beaucoup d'être là cet vendredi après-midi. Je vous souhaite une très belle présentation. Merci, merci France, merci d'être là. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Rose. Merci d'être avec nous. La parole est à toi. On est ensemble jusqu'à 14h15 pour découvrir les éditions Les Allées. Merci Anne-Marie. Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est ça, je vais vous présenter cet après-midi les éditions Zélé. C'est une maison d'édition qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, donc une maison d'édition en région. Donc, c'est toujours chouette de vous partager les maisons d'édition qui viennent de partout. Et ils ont vraiment une offre de romans qui va vraiment pour tous les âges. On en a autant pour le primaire que pour le secondaire. Vous allez voir, je vous ai fait une sélection qui touche vraiment tous les niveaux, tous les niveaux de lecture aussi, avec les livres que j'ai choisis. On a des collections aussi qui apportent vraiment des thématiques là, de la région, si je peux dire. C'est des livres là, qui ne se passent pas dans les grandes villes. On va avoir des histoires qui se passent dans le bois, il va y avoir des histoires de pêche, tout ça. Donc, on a vraiment des thématiques qui sont variées, qui sont différentes des fois de qu'est-ce qu'on a, de qu'est-ce qu'on est habitué de connaître. Donc, j'espère que vous allez faire des belles découvertes. Je vais mettre, avant d'oublier dans le chat, je vais vous mettre la bibliographie que j'ai faite. OK, ça ne devrait pas être très long si vous voulez suivre là, avec la bibliographie. Sinon, j'ai décidé dans l'ordre que je voulais présenter, je vais y aller. Je vais commencer avec des livres plus pour le primaire. Après ça, on va s'en aller là, vers des livres qui s'adressent peut-être plus aux plus vieux. N'hésitez pas à m'interrompre là, si vous avez des questions, commentaires, inquiétudes quelconques. N'hésitez pas à juste ouvrir votre micro et à intervenir. Il n'y a pas de problème, sinon dans le chat aussi. Il n'y a pas de souci. Ça ne devrait pas être très long, la bibliographie est en train de télécharger. Donc, vous la receviez. Donc, ça a fonctionné? Oui, good, merci. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec la première série que j'ai à vous montrer. C'est une série de livres là, qui est tout à fait adaptée là, aux petits lecteurs là, qui apprennent à lire, qui commencent à s'initier là, au monde du roman. C'est la série Écho d'école. Celui que j'ai avec moi aujourd'hui, en fait, c'est le tome 2, mais c'est des histoires qui sont complètement indépendantes, si je peux dire. Là, on a le même univers, les mêmes personnages, des fois, qui reviennent, mais il n'y a pas de suite, là. Mais, par exemple, il y aurait une chute à la fin du tome 1, puis que là, on reprendrait l'histoire au tome 2. C'est vraiment des histoires qui se suffisent entre elles. Donc, on peut les lire dans l'ordre et dans le désordre. Tu sais, je sais que c'est chouette, des fois, dans les bibliothèques ou tout dans les classes, des fois, c'est difficile d'avoir le tome 1, mais là, on peut vraiment les lire dans l'ordre et dans le désordre, donc ça règle ce problème-là.
Ça s'appelle Zut des flûtes. Et je vais vous montrer à l'intérieur, quand je vous dis que c'est bon pour ceux qui commencent à s'initier là, au roman, on est vraiment à quelque chose qui est assez aéré à l'intérieur. Il y a des images aussi. C'est ça, un espacement assez grand entre les mots, entre les lignes. Et il y a aussi tous les mots qui sont des mots clés, si je peux dire, vont être en gras ou vont avoir une typographie différente. Donc, ça permet de capter l'attention, d'attirer l'attention vers certains mots. Hein. Je vous dis, par exemple, ici, on a une locution qui est en gras. Et il va y avoir partout dans le texte, il va y avoir des capsules qui s'appellent Il paraît que. Et ça va être celui-là, bon, vous l'avez compris avec le titre des flûtes, la grande thématique du livre, ça va être la musique. À chaque fois qu'il va y avoir un mot en lien avec la musique ou même les expressions qui utilisent des mots en lien avec la musique, ils vont nous être expliqués dans ces petites capsules-là. Il paraît que. Par exemple, ici, l'exemple que je vous ai montré, on parle du corps français. Et là, dans la capsule, il paraît que, on nous dit « Le corps français n'est pas un gros escargot en cuivre. Quoique c'est vrai qu'il lui ressemble un peu, tu ne trouves pas. Le livre des records Guinness a classé le corps comme étant l'un des instruments parmi les plus difficiles à jouer. Sais-tu quel est l'autre? Son nom commence par H, puis là, si on tourne comme ça, on a la réponse là, à l'envers là, pour pas se voler le punch. Mais c'est des petites capsules comme ça qui vont soit nous donner une définition, soit nous donner plus d'informations, comme là, on nous parlait du livre des records Guinness et tout. C'est comme un complément au texte. Je trouve que ça permet aussi des fois de mettre en contexte un mot qui est utilisé, une expression qui est utilisée pour s'assurer d'avoir la bonne compréhension pour être capable de suivre le livre. Donc, dans Zut des flûtes, c'est l'histoire de Mira. Mira qui, à son grand désespoir, doit monter avec sa classe un spectacle pour la fin de l'année. Chaque classe doit faire un numéro de musique. Sa professeure a décidé qu'ils feraient tous un numéro de flûte. Et Mira, elle déteste la flûte. Vraiment, là, ça l'écoeure, elle n'aime pas le bruit, elle n'aime pas en faire, elle trouve que ça fait une cacophonie. Puis entre vous puis moi aussi, j'avais la même opinion personnellement. Quand j'étais au primaire, la flûte, c'était mon grand désespoir. Donc, je me suis retrouvée un petit peu dans le personnage de Mira, c'est quand même drôle. Et elle fait un souhait. Elle souhaite que les flûtes disparaissent. Elle dit, ça réglerait mon problème. Si on n'a plus de flûte, on ne peut pas faire de spectacle de flûte. Et Mira, c'est un peu une élève tendante, hein. Donc, elle rencontre souvent l'intervenante de l'école qui s'appelle Maryse et elles ont développé un peu une amitié, j'ai envie de dire, entre eux. Et elle fait part de son souhait à Mme Maryse, lui dit qu'elle voudrait que les flûtes disparaissent. Et Mme Maryse lui dit, ben moi, je me dis que si tu vas à la récré, puis que que tu dis une formule magique, zut des flûtes, les flûtes vont peut-être disparaître. Elle fait un petit clin d'œil, puis bon, Mira, elle comprend là, que c'est un peu là, un jeu qu'ils ont entre eux. Elle sait très bien qu'il n'y aura pas de magie pour vrai, que c'est probablement Mme Maryse qui va s'arranger pour cacher les flûtes en quelque part, mais elle choisit d'y croire quand même, de participer au jeu, va prononcer la formule magique et comme de fait, quand elle arrive dans la classe, il n'y a plus de flûte. Il faut trouver un autre instrument pour faire le spectacle. Et Mira, elle se dit que ce serait vraiment plus chouette si on créait nous-mêmes nos propres instruments. Ça serait original, il serait différent des autres numéros. Elle va aller dans le local du concierge où elle trouve plein d'objets différents qu'il pourrait utiliser pour faire les instruments de musique. Elle va, par exemple, trouver un balai, ça fait du bruit sur le sol. Elle va, comme ça, parcourir l'école, trouver plein d'objets qui, à première vue, ne sont pas du tout des instruments de musique, mais qu'on peut utiliser. Elle va prendre, par exemple, une petite voiture qu'on fait rouler les roues, ça fait du bruit, des blocs qu'on cogne ensemble, des ballons qu'on fait rebondir. Et avec sa classe, ils vont, avec toutes ces possibilités infinies-là, on peut prendre un peu n'importe quoi, ils vont créer leur numéro de musique avec des objets qui sont tous différents. Et bon, ça va faire un numéro qui est unique. Et à la fin, Mira, elle est bien contente parce qu'il n'y aura pas eu de flûte pour le spectacle de fin d'année. Donc, c'est vraiment un livre qui est très drôle. La personnage de Mira, elle est vraiment très, très débrouillarde. Elle pense à plein de solutions pour faire valoir son point et tout. Donc, c'est vraiment un livre qui se lit vite aussi tu sais, c'est rien de super long à lire. Donc, pour les petits lecteurs, c'est parfait. Il y a beaucoup d'images aussi. Je vais peut-être vous montrer une page qui a des images à l'intérieur.
Donc, ça, c'était pour Zut des flûtes. Une autre série que j'ai à vous montrer, là, qui est peut-être plus là, pour le primaire, encore une fois, c'est la série Nora Confetti. Ça, c'est le premier tome qui s'appelle Coup de théâtre. C'est une série d'Andréane Brunet. Et je vais peut-être vous montrer à l'intérieur. On est dans quelque chose qui est un petit peu plus dense qu'avec Zut des flûtes, mais encore une fois, là, on est dans quelque chose qui est totalement accessible. Vous avez encore une fois des mots-clés qui sont en gras. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette là, pour attirer l'attention vers des mots, pour montrer qu'est-ce qui est important à retenir dans l'histoire. Et c'est l'histoire de Nora qui a 10 ans. Et Nora, elle est née avec une certaine particularité. En fait, dans sa main gauche, elle n'a que 2 doigts. Et elle est née aussi avec une jambe là, qui croche. Et elle doit subir toutes sortes d'opérations pendant sa vie à mesure qu'elle grandit pour réaligner sa jambe et lui permettre de marcher normalement. Elle est quand même habituée à vivre toutes ces opérations-là, malgré qu'après ça, elle doit vivre dans une chaise roulante, ensuite avec des béquilles, doit réapprendre à marcher à chaque fois. Mais elle est habituée à ça et elle est très, très, très résiliente. Elle a aussi beaucoup, beaucoup d'imagination. Et qu'est-ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est passer du temps à la bibliothèque. Une fois qu'elle est une journée qu'elle est à la bibliothèque, elle trouve une salle qu'elle n'a jamais vue avant avec la porte fermée. Donc, évidemment, c'est sûr qu'elle va vouloir aller voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Rentre et c'est comme une espèce de costumier. Elle fouille là-dedans et là, elle entend des adultes arriver. Elle n'a pas le temps de sortir. Elle sait qu'elle n'a pas super le droit d'être là. Donc, elle va se cacher parmi les costumes et elle va assister comme ça, clandestinement, à une répétition d'une troupe de théâtre et ça va être le coup de foudre. Elle dit, je veux faire du théâtre, ça a l'air trop le fun comme activité, je veux vraiment, vraiment faire ça. Elle commence à s'inventer des personnages, à se procurer des costumes, elle apprend à se maquiller aussi pour prendre par exemple l'apparence d'un lion, d'un clown et tout. Et ses parents voient vraiment qu'elle a développé une passion pour ça. Son père va même l'amener voir une vraie pièce de théâtre. Ça va vraiment confirmer cette passion-là. Tout ça, ça se passe pendant les vacances d'été. Quand elle va retourner à l'école, elle commence la 5e année et elle se fait un nouvel ami qui s'appelle Danny. Et c'est un peu comme son premier ami qu'elle n'a jamais eu à l'école parce que souvent les gens viennent la voir parce qu'ils veulent voir sa main que seulement 2 doigts. Puis c'est ça qui les intéresse. Mais Danny, lui, il veut juste, il va vers elle à la récréation, puis lui, il veut juste se balancer avec elle. Puis là, elle lui dit, ben, tu venais pas voir ma main? Puis là, il dit, ben non, qu'est-ce qu'elle a ta main? Fait que là, elle lui montre qu'elle a seulement 2 doigts. Il fait, OK, mais tu veux-tu te balancer avec moi quand même? Fait que là, elle est comme, ben oui. Puis super heureuse d'avoir enfin quelqu'un qui l'approche parce qu'il a envie d'être ami avec elle et pas seulement par une curiosité comme ça. Ils vont développer vraiment une amitié super belle, super touchante. Et il va y avoir une troupe de théâtre qui va se former à l'école, un professeur là, qui va fonder une troupe de théâtre. Et là, évidemment, Nora, c'est ma chance de participer à une vraie troupe de théâtre, hein, de pas seulement faire des petites performances là, dans mon salon toute seule, des fois avec Dani. Elle va aller à la première rencontre et il montre une espèce de pièce de théâtre qui, c'est comme une enquêtrice, là, c'est un peu une pièce policière, si je peux dire. Et elle veut absolument le premier rôle, celui de l'enquêtrice. Elle va vraiment se pratiquer parce que là, évidemment, tout le monde veut avoir le rôle principal, donc il va falloir passer des auditions. Elle va vraiment se pratiquer très, très fort. Elle va réussir à avoir le premier rôle, sauf que elle va apprendre de son médecin qu'elle doit subir une autre opération pour réaligner sa jambe au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle sera en béquille lors du spectacle. Et là, c'est vraiment le gros drame. Elle ne se voit pas performer le rôle principal en béquille, même si tout le monde lui dit qu'on peut trouver des solutions. Elle est vraiment dévastée. Elle pense que sa carrière là, de comédienne est tombée à l'eau et se retrouve vraiment là. Elle a plus de fun à aller aux répétitions. Elle ne se concentre plus pour faire ses devoirs, ses notes chutes et tout. C'est vraiment une période difficile pour elle. Son ami Danny va lui proposer, lui, il aime beaucoup faire des modèles réduits en avion. Puis, il va proposer à Nora, « Ah, est-ce que tu as envie de rencontrer mon grand-père? Lui aussi, il fait des modèles réduits en avion. Peut-être que tu pourras en faire avec nous, ça pourrait occuper ton temps. » Donc, Nora accepte d'aller rencontrer le grand-père de Danny. Et quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que son grand-père est en chaise roulante. Danny n'a jamais mentionné ça.
Et là, au début, ça la surprend un peu et elle comprend en fait que Danny est tellement habitué par cette spécificité-là de son grand-père qu'il ne le voit plus. Pour lui, c'est absolument normal qu'il soit en chaise roulante. C'est pas un drame, c'est pas quelque chose d'incommodant ou tout. Et Nora commence à se dire que peut-être qu'elle pourrait avoir la même confiance en elle que son grand-père, parce qu'il va avoir une discussion avec lui, il va réaliser qu'avant, il était pilote d'avion. Il a eu un accident de voiture qui l'a mené en chaise roulante, donc il ne peut plus être pilote, mais il a trouvé une nouvelle passion dans le fait de construire des modèles réduits. Il a même fait les Jeux paralympiques, donc elle voit vraiment que on peut prendre une situation qui n'est pas à notre avantage et la tourner pour en faire quand même quelque chose de beau. Et c'est vraiment avec cet échange-là qu'elle va reprendre confiance en elle, qu'elle va réaccepter de participer là, à la pièce de théâtre. Elle va même prendre l'avantage du fait qu'elle a ses béquilles là, pour jouer son rôle. Elle va rôle un accessoire drôle. Et à la fin, sa famille, ses amis qui ont participé, là, qui ont vu la pièce de théâtre, vont lui dire que qu'est-ce qu'on a retenu de la pièce, c'était pas ses différences, mais c'était sa performance, son talent et sa passion. Et elle va décider de se donner un nom de scène, là, Nora Confetti, d'où le titre de la série. Ça va être son nom de scène qu'elle se donne parce que sa mère lui dit que quand elle joue, elle a des confettis dans les yeux. Donc, c'est vraiment une belle histoire de persévérance, de patience aussi, et vraiment d'apprendre là, à faire le meilleur d'une situation. C'est vraiment une super belle histoire et il y a 3 tomes, donc on peut poursuivre là, les aventures de Nora par la suite si on a aimé qu'est-ce qu'on a lu. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Le prochain que j'ai à vous montrer, ça s'appelle À la conquête du casque d'or. C'est un roman de Isabelle Maheu et c'est l'histoire de Siméon qui a 11 ans et qui joue au hockey et qui est vraiment là, connu, vous pouvez le voir sur la page couverture, là, ses cheveux frisés comme ça. C'est comme sa marque de commerce. Là, tout le monde le reconnaît à cause de ses gros cheveux et c'est vraiment là, un atout là, dont il est fier. Il aime beaucoup, beaucoup jouer au hockey. Il est un des meilleurs joueurs de son équipe et ils vont même remporter. Le livre commence quand ils participent à un tournoi et il va marquer le but gagnant. C'est lui qui va faire gagner son équipe la première place du tournoi. Donc, il est vraiment, vraiment apprécié par ses coéquipiers. Le lendemain, pour célébrer là, leur victoire, ils vont aller faire de la pêche sur glace, tous les coéquipiers ensemble. Et Siméon a eu récemment, là, ses parents lui ont offert une motoneige. Et il est un peu casse-cou, Siméon, donc fait un peu des tours, fait des cascades, des pirouettes avec sa motoneige pour un peu faire rire, impressionner ses coéquipiers. Sauf que là, qu'est-ce qui devait arriver? Arriva, il va avoir un petit accident qui va faire en sorte qu'il se blesse à la jambe, sa jambe est cassée et il doit passer 6 semaines dans le plâtre. Mais là, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer au hockey, qu'il ne peut plus s'entraîner pendant très, 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 très longtemps. On a ensuite un saut dans le temps. On est 6 mois plus tard, alors que Siméon là, s'est fait retirer son plâtre, il peut recommencer là, à s'entraîner à jouer au hockey. Sauf que Simon, il a 11 ans, hein, il est en pleine croissance. Et alors qu'il s'est cassé la jambe, sa jambe a arrêté de grandir par rapport à son autre jambe là, qui n'était pas brisée. Donc, il se retrouve avec une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc, même s'il est guéri, il reste quand même qu'il y a un handicap qu'il doit traîner, qui fait en sorte qu'il n'est jamais vraiment capable de revenir à ses capacités d'avant. Et ça, c'est vraiment une grande source de frustration pour Siméon. Il va se trouver poche, il va se trouver qu'il n'est pas capable d'aller aussi vite, d'aller aussi loin, de tirer de manière aussi précise qu'il était capable avant. Et il va vraiment presque avoir envie de lâcher complètement le hockey. Il doit, vu qu'il passe comme à un niveau supérieur là, au hockey, il doit comme faire j'ai juste le mot anglais, des trials, là, voyons, parce que tu Qualification? Oui, c'est ça, qualification, merci. Pour savoir à quel niveau, là, dans quelle équipe est-ce qu'il va être classé. Et là, il sait qu'il n'est pas à son meilleur, mais il va vraiment avoir de la détermination, il va se pratiquer vraiment, vraiment fort. Ses parents vont lui acheter des patins adaptés avec comme une semelle compensée pour pouvoir là, faire en sorte que quand il porte ses patins, ses 2 jambes soient à la même hauteur. Mais il doit évidemment réapprendre à patiner avec ça parce que ce n'est pas la même technique qu'il doit adopter. Et dans la nouvelle équipe,
Une des spécificités de cette équipe-là, c'est que leur casque qu'ils portent là, avec leur équipement, c'est un casque d'or. Ben, il n'est pas vraiment en vrai or, là, on s'entend, là. Il est de couleur dorée. On le voit sur la couverture. Et comment ça fonctionne, c'est qu'au fil des qualifications, à chaque fois que le coach va faire entrer un joueur dans l'équipe, il va leur donner le casque d'or. Et là, pour le restant là, des qualifications, ils portent fièrement le casque d'or. C'est comme une marque de fierté. Ils ont reçu leur premier morceau d'équipement et Siméon aspire vraiment, vraiment à être choisi. Sauf que là, les qualifications, ça se déroule sur plusieurs jours. Il commence à avoir des élèves, des jeunes qui sont pris dans l'équipe, qui se pratiquent avec le casque d'or, mais lui n'a jamais le casque d'or. Et là, ça devient un peu comme un... Il voit tout le monde, là, de plus en plus de gens qui ont ce casque-là, mais lui ne l'a pas. Doute un peu de ses capacités et tout, mais il est vraiment très, très, très persévérant, pardon, va réussir finalement à être qualifié, sauf que le coach est vraiment très, très strict. Hein. C'est quasiment l'armée dans son équipe. Et un des règlements, c'est que les garçons ne doivent pas avoir un cheveu qui dépasse de leur casque. Mais là, vous vous souvenez là, que Siméon, là, il avait sa grande tignasse comme ça, là, dont il était très fier. Et là, il se dit tous les efforts que j'ai faits pour être qualifié, puis finalement, on me dit que je dois changer mon apparence. Lui, il n'a pas envie de se couper les cheveux, là, il s'aime comme il est. Non seulement ça, mais il y a une fille qui choisit dans l'équipe, Axel, qui va être gardienne de but. Et elle n'a pas besoin de se faire couper les cheveux. Et Siméon trouve que c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle, juste parce que c'est une fille, elle a le droit d'avoir les cheveux longs? Hein? Et là, tous les joueurs, en fait, c'est comme ça que le roman se termine. Tous les joueurs vont aller au premier entraînement en portant des super longues perruques pour se moquer un peu du règlement du coach. Et c'est là que le coach va voir que oui, c'est vrai que son règlement est un peu ridicule, que c'est pas parce que tu as les cheveux longs au cours que tu es un meilleur joueur. Donc, il y a comme cette fin-là où est-ce que tout le monde se réunit ensemble, tous les jeunes là, se réunissent autour d'un même objectif là, pour faire valoir le point de Siméon. C'est vraiment une belle histoire, encore une fois, sur la persévérance, sur l'amitié aussi. Je ne vous ai pas montré l'intérieur, là, mais ça ressemble beaucoup à Nora Confetti. Là. On est dans quelque chose comme ça là, qui est quand même assez, pardon, assez espacé. Et c'est une belle lecture là, pour si vous avez des passionnés de hockey. Là, des fois, je sais que c'est un thème là, qui revient souvent dans les demandes, mais ça, c'est vraiment une belle histoire. Puis en plus, ça parle des différences. Ça parle aussi beaucoup de la place des filles dans le hockey. Je voulais brièvement mentionner le personnage d'Axel, mais elle est quand même une partie prenante de l'histoire. Donc, la place des filles dans le hockey, dans les sports en général, c'est aussi discuté là-dedans. Donc, c'est vraiment une super belle histoire de hockey que vous pourriez proposer à vos adeptes du sport. Puis Rose, si tu permets, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, les séries de hockey, ben, les livres de hockey, c'est des séries. Ouais. Donc, il y a plusieurs tomes, puis là, c'est vraiment un tome unique. Alors, Oui, tu sais, si vous avez des lecteurs qui n'ont pas envie de s'embarquer dans une série à 3, 4, 5 tomes, ça se lit vite, ça se lit bien, un c'est tome vrai. unique. Peut-être après, ils vont vouloir lire une série. Oui, tant mieux. Et c'est tant mieux, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est peut-être moins un peu, on le voit moins comme une montagne là, à parcourir, on a juste à lire un livre, puis après ça, l'histoire est conclue et tout, si on veut poursuivre, tant mieux, mais oui, ça peut être plus, moins épeurant à voir. Est-ce que tu le proposerais pour, mettons, cinquième, sixième année ou plus le début du secondaire ou les deux? Les deux, honnêtement, le personnage a 11 ans, mais, tu sais, je veux dire, ça parle beaucoup d'amitié, ça parle pas tant de, tu sais, ils sont pas à l'école pendant ce temps-là, donc ça se ressent pas vraiment là, quel âge ils ont. Puis les thématiques, honnêtement, là, ça s'applique tout aussi à la fin du primaire qu'au début du secondaire, là, sans problème, ouais. Merci. De rien. Oui, le prochain livre que j'ai à vous montrer, c'est un roman d'Isabelle Larouche qui s'appelle Entre les crocs là, j'ai fait une recherche sur Internet, puis je pense que je suis posée de prononcer Torngat, mais là, je veux pas, je suis pas mal sûre. C'est une histoire de Anouri, qui est un jeune adolescent de 12 ans, dont la mère est québécoise et le père est issu d'une communauté Innu.
Et Anuri, bon, il a 12 ans, il commence l'adolescence tranquillement, se cherche un peu, c'est pas trop, bon, c'est quoi ses passions, il sait pas trop c'est qui vraiment ses amis, il est un peu perdu autant à l'école que dans sa vie personnelle. Il y a surtout de la difficulté à se situer entre les deux nationalités de ses parents, hein, québécois et Innu. Il y a de la misère à se situer là-dedans. C'est aussi beaucoup source d'intimidation à l'école vu qu'il y a des traits physiques différents des autres, il y en a qui vont l'intimider à cause de ça. Et son père sent que Anuri s'éloigne un petit peu de ses racines autochtones, de ses racines innues, et il va lui proposer de faire une expédition, juste les deux, entre père et fils, une expédition de 2 semaines en traîneau à chien dans les montagnes pour un peu se ressourcer, s'éloigner de la vie du train-train quotidien, mais surtout aussi apprendre la survie en plein air, hein. Ils vont devoir se construire des igloos, vont devoir pêcher pour se nourrir, vont devoir aussi manier le traîneau à chien et tout. Anuri, évidemment, c'est un adolescent, puis pour lui, passer 2 semaines avec son père, c'est pas vraiment l'activité la plus intéressante qui soit. Mais qu'est-ce qui va le convaincre, c'est que un des amis là, du père de Anuri, c'est lui qui va leur fournir là, les chiens de traîneau. Et quand les chiens arrivent, ils vont se rendre compte qu'il y a un petit chiot qui s'est comme inséré dans le groupe, probablement un petit chiot errant, abandonné ou perdu, qui s'est inséré dans le groupe. Et bon, le père de Anouri lui dit, on ne peut pas l'amener avec nous, c'est un petit chiot, il n'est pas assez fort pour nous traîner et tout. Mais Anouri s'est vraiment pris d'amitié avec ce chiot-là, va vraiment beaucoup l'apprécier, va sentir une certaine connexion avec lui. Et il va lui dire, j'accepte juste de partir si on amène le chiot avec nous. Bon, le père accepte et se dit, bon, il va peut-être nous traîner un petit peu, mais c'est pas grave, ça va faire plaisir à mon fils, si c'est ça que ça prend, on va le faire. Ils vont partir ensemble, commencer leur périple, et comme je disais, c'est vraiment son père veut lui expliquer comment se situer en montagne, comment retrouver son chemin, comment suivre des pistes. Ils vont lui montrer comment faire un feu aussi, comment est-ce qu'ils vont à la pêche sur la glace. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se débrouiller. Il va lui raconter aussi les traditions de son enfance et tout, lui raconter des contes Innu aussi que ses parents lui racontaient. Donc, c'est vraiment pour se rapprocher de cette culture-là. Et il y a d'ailleurs des mots au cours de l'histoire qui sont dans la langue maternelle de son père et qui sont comme traduits en notes de bas de page. Donc, on a vraiment là, à la lecture, on a vraiment nous aussi le contact avec cette culture-là. Je vous montre un exemple ici. Juste ici, oui. Bon, il y a comme un dialogue qui commence comme ça et on a la traduction en notes de bas de page qui veut dire Salut Anuri. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que même nous, en tant que lecteurs, on est vraiment immergés dans cette culture-là. Ça nous permet d'apprendre aussi quelques mots, des mots qui peuvent être utiles aussi. Salut, c'est toujours chouette d'apprendre comment saluer des gens dans une nouvelle langue si on veut le retenir. Je trouve que c'est intéressant. Et malheureusement, l'allée, je veux dire, la première moitié de leur périple va super bien se dérouler. Anuri va aussi ressentir là, une espèce de, de renouveau, va vraiment se sentir mieux, va se découvrir à travers ça. Sauf que leur retour, la 2e semaine, là, ça va vraiment mal se passer. Il va avoir une tempête, leur traîneau va se briser, Anuri va commencer à souffrir d'engelure, il va faire de la fièvre, il n'est plus assez fort là, pour aider son père à tout gérer ça. Ils vont manquer de nourriture, ça se passe vraiment mal. Surtout que le chiot va se blesser. Et là, le père d'Anouri lui explique on ne peut pas le transporter avec nous. Déjà que toi, t'es mal en point. On peut juste pas continuer à le transporter avec nous. C'est les lois de la nature. C'est les plus faibles doivent malheureusement nous quitter. Et il lui explique que ces montagnes, il y a comme une légende selon laquelle cette chaîne de montagnes-là est protégée par un esprit qui prend la forme d'un ours polaire. Et cet ours polaire-là veille sur les animaux. Donc, lui explique que l'esprit va quand même veiller sur le chiot, qui a des chances de s'en sortir. Anuri n'est pas dupe non plus. Là, il voit bien qu'il y a une blessure quand même assez profonde, qu'il va probablement se faire manger par un autre animal, mais bon, il n'y a pas le choix. Quand ils vont arriver chez eux, Anuri va devoir être hospitalisé tellement il est malade, va faire une pneumonie et tout. Et ensuite, on a un saut dans le temps, 3 ans plus tard, et on voit que Anuri ne s'est jamais remis de ce périple-là. Autant
Pas nécessairement là, avec sa maladie, la pneumonie et tout, c'est guéri, mais le fait d'avoir abandonné le chiot, ça continue de le hanter. Il sent que c'était pas la bonne chose à faire. Il continue de se sentir mal avec ça. Devient, mon Dieu, quasiment dépressif, n'a plus aucune ambition de suivre ses cours à l'école. Vraiment, vraiment, là, mal en point. Sa mère va proposer qu'ils partent en famille pour faire un voyage de camping là, pour se ressourcer, pour voir si ça peut peut-être aider son fils de se retrouver en nature. Et là, c'est là que la fin, elle est tellement belle, la fin. Ils vont arriver à la montagne pour faire le camping et qui sort pas des bois? Le petit chiot qui est rendu grand maintenant et qui s'est guéri. Et comment est-ce qu'il reconnaît? C'est que quand il l'a laissé, il avait noué un foulard à son cou et il reste encore quelques brides du foulard. Donc, c'est pour ça qu'il sait que c'est son chiot. Ils vont vraiment se réunir et c'est là qu'il va y avoir là, réconciliation. Et il va savoir que c'est l'esprit de l'ours polaire qui a pris soin de lui. Donc, c'est comme ce conte-là qui est comme un peu, ça lui confirme là, que c'est toutes ces histoires-là, ça peut l'aider, ça peut le supporter. C'est vraiment une belle finale. Et à la toute fin, l'autrice, elle va nous expliquer un peu son processus de création, puis qu'est-ce qui l'a inspiré, toute cette histoire-là des esprits des montagnes et tout. Elle va nous l'expliquer dans un petit passage de 3 pages. Elle va nous parler de toutes ses inspirations, de son parcours créatif. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'elle a pigé dans sa vraie vie. Les lieux sont réels, tout ça. Qu'est-ce qu'elle est allée piger pour broder autour de son histoire. Donc, c'est intéressant aussi des fois si on veut en apprendre plus sur d'où vient l'histoire. Je trouve que ça donne une dimension intéressante. Mais c'est vraiment une belle histoire d'amitié entre humains et animaux. Hein. C'est différent de ce qu'on voit souvent, mais c'est vraiment, vraiment très touchant comme histoire. Puis là, je tenais à vous le dire, là, que le chiot survivait, parce que là, je pouvais pas... Je vous vole un peu le punch, mais là, je pouvais pas vous dire que le chiot allait pas survivre. Là, c'était trop... Moi, j'étais stressée à la fin. J'étais comme, non, pas le petit chien! Mais tout est bien qui finit bien. Je vais vous présenter ensuite les livres d'une collection chez Zélie, qui est la collection Garnotte. C'est une collection de livres pour ados, là, bon, si vous avez des bons lecteurs, il n'y a vraiment rien là, qui vous empêche de les proposer là, à la fin du primaire, là, mais c'est des personnages là, qui ont souvent 13-14 ans. Donc, oui, ça peut tout à fait là, être lu à la fin du primaire. Et c'est une collection où on va vraiment parler de pêche, de bois, de 4 roues, de camping, là, vraiment là, des thématiques, des livres qui se passent en région aussi. Donc, si vous avez des amateurs là, de plein air, de sport comme ça, c'est vraiment des bons livres à leur suggérer parce que c'est des livres qui sont courts, qui se lisent bien, qui sont faciles à lire, qui se passent plein d'affaires, ces livres, avec beaucoup d'action. Donc, on a envie de connaître la suite. Hein. C'est des livres qui se lisent super bien. Puis, je vais commencer par vous présenter le plus récent dans la collection. C'est La virée de l'été, écrit par Daniel Boulian. Pardon. Et dans ce livre-là, je vais vous montrer l'intérieur, là, même si c'est quelque chose avec des personnages plus vieux, qui s'adressent peut-être à un public plus vieux, on est quand même dans quelque chose qui est assez espacé à l'intérieur. Donc, c'est vraiment là, plus facile là, à lire. On suit les personnages de Max et Vincent, qui sont 2 adolescents de 14 ans et qui sont des meilleurs amis depuis toujours. Là. Ils sont nés à quelques jours d'intervalle. Leurs parents étaient amis alors qu'eux-mêmes étaient adolescents, donc ils ont toujours été ensemble. C'est vraiment pratiquement des frères. À chaque été, les 2 familles vont souvent, là, les week-ends, ils se rendent dans un relais dans la montagne où ils vont faire là, du ski de fond, de la raquette, là, des sports d'hiver. Et les 2 garçons se sont toujours dit depuis aussi longtemps qu'ils se souviennent que quand ils vont être assez grands, ils veulent passer un week-end pendant l'été au relais, seuls dans la forêt, se débrouiller avec leur tente, leur pêche, leur motocross et tout. C'est leur rêve. Et là, ils viennent d'avoir 14 ans, donc ils se disent, c'est là que ça se passe, on est assez vieux, on est assez débrouillards. Les parents ont accepté qu'ils partent un week-end pendant les vacances d'été. Et là, Max et Vincent vont partir chacun, là, il y en a un, je ne me souviens plus lequel, qui a un 4 roues, l'autre un motocross, donc ils vont partir full équipés avec leur tente, un bateau gonflable, de la nourriture, vraiment, là, ils sont préparés.
Sauf que là, ils se rendent compte, juste avant de partir, qu'aujourd'hui, c'est un vendredi 13. Et ils croient pas vraiment à ça. Ils se disent, bon, c'est une drôle de coïncidence, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Sauf que là, tout leur périple va mal se passer. Et c'est drôle, là, parce que toutes les péripéties qui peuvent leur arriver, leur arrivent. Ils rentrent dans la forêt avec leurs quatre roues, leur motocross, et là, ils vont croiser une maman ours avec ses bébés, évidemment. Hein. C'est l'animal que tu veux pas rencontrer, c'est une maman ours. Vont s'enfuir, mais là, dans leur empressement, vont se rendre compte qu'ils se sont perdus, qu'ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils sont. Et non seulement ça, mais leur réserve de nourriture s'est déchirée. Et puis là, ils sont allés tellement vite que toute la nourriture a déboulé, puis qu'il leur reste à peine quelques muffins pour survivre pendant la fin de semaine. Ensuite, ils vont arriver vis-à-vis une montagne qu'ils ont l'habitude de monter là, pendant qu'elle est enneigée, hein, quand ils vont pendant l'hiver. Mais là, ils se rendent compte que quand il n'y a pas de neige, c'est assez à pic, assez rocailleux, puis qu'ils ne peuvent pas monter avec leur véhicule. Donc, ils doivent monter à pied, ils doivent abandonner leurs quatre roues, leur motocross. Ils vont arriver sur le bord là, du relais où est-ce que le lac, ils vont monter leur tente, mais là, ils vont se faire attaquer par les moustiques. Ils vont décider d'aller pêcher, mais là, leur bateau va dériver vers un barrage de castors, puis le castor est là, puis le castor n'est pas content de les voir. Ils vont tomber à l'eau parce qu'un des hameçons a percé le bateau. Ils vont se faire manger par des sangsues. Et c'est vraiment là, tout ce qui peut mal aller va mal aller. Après ça, ils arrivent pour se faire un feu, là, la nuit tombée. Il se met à avoir un gigantesque orage, là, mais l'orage du siècle. Tout est trempé. Ils réussissent à se réfugier dans le relais, mais là, vu que personne n'utilise le relais quand c'est pas l'hiver, ben là, il y a des chauves-souris qui sont installées. C'est vraiment, là, c'est drôle. Eux, ils trouvent pas ça drôle, mais nous, en tant que lecteurs, on trouve ça vraiment très drôle. Mais malgré tout, qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'ils vont jamais se décourager, puis ils vont jamais baisser les bras. Ils vont toujours trouver une solution à tous les malheurs qui leur arrivent. Ils vont toujours trouver un moyen de voir le positif dans la situation, parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était passer une fin de semaine dans le gars, puis avoir du plaisir dans le bois. Puis au final, ils vont avoir du plaisir, même si tout ça se passe. Ils vont réussir à passer la nuit, là, l'orage va passer, et le lendemain se lève, et là, c'est une belle journée ensoleillée. Ils peuvent en profiter un peu jusqu'à ce qu'ils rencontrent une famille de moufettes qui va décider de répandre leur odeur sur tout leur stock et sur leur personne. Et là, ils vont dire, bon, là, c'était bien drôle, on a du fun, mais je pense qu'on devrait retourner à la maison. Là. Je pense que finalement, le vendredi 13 nous a vraiment porté malheur. Quand ils vont retourner à la maison, ils vont se rendre compte que le réservoir du 4 roues s'était percé et qu'il est complètement vide et que la motocross a un flat. Donc là, ils doivent vraiment là, jusqu'au bout, tout se passe mal. Ils vont devoir revenir à pied et pendant tout le chemin, ils entendent comme des bourdonnements. Et là, ils pensent, moi, ils sont comme, bon, avec notre malheur, c'est sûr qu'on se fait poursuivre par des abeilles qui vont nous attaquer ou peu importe. Mais ils vont se rendre compte qu'ils sont poursuivis par un drone. Et là, ils vont arriver comme à la lisière de la forêt et ils vont voir leurs deux pères qui se bidonnent, là, qui rient, qui rient, qui rient. Et ils vont se rendre compte que tout le long, la seule manière pourquoi est-ce que leur mère a accepté qu'ils passent la fin de semaine ensemble, c'est si les pères les espionnaient avec un drone pour être sûr qu'ils ne soient pas en danger et tout. Donc, les pères, là, pendant 2 jours, ils ont juste vu leur garçon vivre toutes ces aventures-là, tous ces malheurs-là. Ils ont tout filmé avec le drone. Puis là, bon, eux, ils décident de prendre ça à la blague aussi. Là. Ils se disent, on va pouvoir regarder ces vidéos-là, puis voir à quel point tout ce qu'on a vécu, c'est ridicule. Bon, après, quand t'es plus dans la situation, tu peux en rire, là, sur le coup, c'est pas drôle, mais quand tu peux en rire quand tu le regardes après. Donc, c'est ça, c'est comme ça que le mot que je pourrais le qualifier, c'est hilarant, ce livre. Vraiment, là, puis c'est ça que il continue toujours à avoir le positif dans l'histoire, donc il y a un beau message à travers ça, mais ça, c'était pour la virée de l'été. Et il y a d'autres titres dans la collection Garnotte aussi. On a par exemple Le Gros Sébaste, qui est de Kevin Girard. Celui-là, c'est l'histoire de deux meilleurs amis, encore une fois, Sacha et Martin, qui vivent pendant l'hiver, là, ils vivent carrément là, sur un village de glace la plupart du temps. La plupart des week-ends, ils vont dans leur cabane de pêche sur glace, puis ils vivent là avec leur père. Puis c'est comme vraiment leur activité préférée de l'hiver.
Sacha et Martin commencent, bon, encore une fois, là, ils ont 12-13 ans, là, commencent à vouloir un peu de liberté et tout. Et ils ont décidé une nuit qu'ils ont envie de faire un mauvais coup. Et il y a le magasin de pêche du village. Puis l'enseigne du magasin de pêche, il y a un énorme sébaste. Ils vont décider qu'ils vont vouloir euh, vandaliser, si je peux dire, le gros sébaste, lancer, je pense qu'ils lancent des œufs ou des tomates, quelque chose comme ça, sur le gros sébaste. Et juste vraiment, c'est un mauvais coup, on s'entend, là, qui est pas très. C'est un mauvais coup qui est drôle. Et ils avaient envie juste de faire ça pour lâcher leur fou. Sauf que quand ils se réveillent le lendemain matin, ils se rendent compte que le gros Sébastien a disparu. Il a été volé, mais c'est pas eux qui l'ont volé, là. Ça a juste à donner que la soirée où ils ont voulu faire leur mauvais coup, ça s'est passé la même journée, mais c'est pas eux qui ont fait ça. Donc, ils vont se donner comme mission de trouver qui a volé le gros Sébastien. Et dans le village, ben, je dis le village, là, où est-ce que tout le monde met leur cabane de pêche sur glace, il y a au loin la cabane de celle qu'on appelle la reine du Sébaste. Et c'est comme une cabane qui est très isolée. Et là, il y a toute cette légende-là autour de la reine du Sébaste qui serait peut-être une sorcière, peut-être, on ne sait pas trop c'est qui, personne ne l'a jamais vraiment rencontré. Et ce mystère-là qui plane autour de cette madame-là. Et là, évidemment, Sacha et Martin se disent, c'est sûr que c'est elle qui a volé le gros Sébaste. Donc, ils vont décider d'investiguer par eux-mêmes, d'essayer de se rendre jusqu'à sa cabane, sauf qu'ils se font prendre par une tempête de neige soudaine, un blizzard. Et là, ils marchent sur le lac gelé, complètement désorientés. Ils vont se faire sauver par la reine Sébastien elle-même, qui finalement est une vieille dame qui s'appelle Thérèse, qui pêche sur la glace comme tout le monde. Puis elle s'est juste isolée parce qu'elle n'a pas envie de parler à personne. Elle a juste envie de pêcher tranquillement et de jouer aux cartes sur le bord du feu. Puis c'est ça qui la rend heureuse. Puis elle ne veut pas être dérangée. Il n'y a vraiment aucune. C'est pas une sorcière, c'est pas une mangeuse d'enfants. C'est vraiment juste une dame qui voulait avoir la paix et qui a finalement aucun lien avec le vol du Sébastien. Quand les parents vont se rendre compte là, que Sacha et Martin ont marché comme ça dans une tempête de manière totalement pas sécuritaire, ils vont leur donner comme punition de travailler bénévolement au magasin de pêche. Donc, ils vont devoir faire un peu, je veux pas les tâches ingrates, là, nettoyer le plancher, ramasser le backstore, puis des affaires comme ça que le propriétaire, ça lui tente pas vraiment de faire. Et là, pendant que Sacha est en train là, de justement ranger des affaires là, dans les étagères en arrière du magasin, le téléphone va sonner. Et là, c'est la boîte vocale qui va embarquer et il va se rendre compte que le propriétaire du magasin a orchestré le vol du gros Sébastien pour faire une réclamation aux assurances puis se faire une passe d'argent avec le faux vol du gros Sébastien. Et là, lui, il va évidemment mettre cette magouille-là au jour. Finalement, il va avoir un des pêcheurs qui va repêcher le gros Sébastien parce que le propriétaire l'avait comme lancé sur le lac là, c'est sa manière de s'en débarrasser. Et sa magouille va être révélée au grand jour. Mais c'est vraiment une histoire de pêche, justement, avec le petit côté enquête policière, peut-être un petit peu, qui est vraiment très, très drôle. La fin aussi, qui est complètement absurde, là, cette chute-là, qu'on ne s'attendait pas du tout. C'est vraiment un bon livre, là, Le Gros Sébastien, si vous avez des amateurs de pêche sur glace. Ou, des fois, c'est pas un sujet là, qu'on croise souvent, mais c'est vraiment une bonne histoire pour ça. Puis Rose, j'ai eu la chance d'aller à Chicoutimi récemment. Puis pendant que j'étais à Chicoutimi, je suis allée à l'abbé et ça existe vraiment. Donc, à Ah ouais? l'abbé, c'est là que l'histoire se déroule. Je suis même pas certaine que c'est mentionné, mais les gens de l'abbé savent que l'histoire, ça se déroule là. Ah ouais? Oui. Parce que moi, je n'ai parlé à un moment donné dans une présentation que j'ai faite à Alma, puis moi, j'avais pas noté le lieu où l'histoire se déroulait. Puis, les gens me l'ont dit. Ah, ça se passe ici, ça se passe à la... Ah, Parce que le sébastien, c'est un poisson qui est beaucoup pêché dans le fjord du Saguenay. OK. Puis, effectivement, à la baie, je vais vous mettre dans la conversation, j'ai pris une photo. Il y a sur le bord de la baie, il y a un magasin de chasse et pêche, accommodation chasse et pêche, avec un très gros Sébaste. Et là, pour le fun, j'ai googlé Sébastien Labbé. Je vais vous mettre dans le lien, il y a un article, ça je ne savais pas, là, je viens de l'apprendre, avec la reine du Sébastien. Donc, il y a vraiment une dame qui s'appelle Charlotte Perron, qui est considérée comme la reine du Sébastien
Aussi, Oh, c'est un wow. article qui date de 2017, fait qu'est-ce qu'elle est toujours en vie, je ne sais pas. Je vais vous mettre ça dans la conversation juste pour le petit clin d'œil si jamais vous venez de cette région-là. C'est le fun, mais même si vous venez pas de la région, c'est tout le temps amusant de pouvoir montrer les vrais éléments de base aux jeunes, puis dire après ça, ben faites à la manière de se, tu sais, inventer une histoire qui se passerait ici avec un élément, par exemple architectural ou patrimonial, tu sais, en tout cas. Fait que bref, mais moi, je ne le savais pas quand j'ai donné ma formation l'autre fois, puis là, je me suis fait dire par les gens, si, ça se passe ici, ça. Ah, mais c'est donc mais drôle, ça. Mais disons, j'ai feuilleté les premières pages, puis en tout cas, c'est pas mentionné dans les premières pages, la ville ou la région. Fait que, Hey, j'avais pas de souvenir, moi non plus, mais c'est ça qui est le fun. Ça pourrait être n'importe où, mais les gens de oui. la place savent que c'est chez eux, tu sais. Ah, j'adore ça, j'adore ce genre de clin d'œil-là, c'est vraiment chouette. Comme tu dis, d'aller voir là, les lieux qui existent pour vrai, là, c'est vraiment très ingénieux. Comme... je vais prendre un petit peu d'eau, ce sera pas très long. Je vous ai mis la photo là, dans le chat juste pour le fun, puis je vais vous mettre le lien vers, c'est le quotidien qui parle de Charlotte Perron, la reine du Sébaste. Je vais juste prendre voir la photo. Il y a une bière qui a été faite à son nom, fait que c'est pour ça Ah, qu'il y a eu un j'adore. article. Excusez-moi, mais elle est décédée en passant. Ah oui, elle est décédée, t'as trouvé l'information? Mm. On va avoir une pensée pour elle. Oui, on peut lire le livre en sa mémoire. En buvant une reine du Sébaste et en passant à elle. Voilà, peut-être pas les jeunes, là, peut-être pas les jeunes avec qui on propose le livre. Mais nous, là, pour la 5 à 7. Et voilà. Bon, je voulais aussi vous présenter encore dans la collection Garnotte, là, il y en a d'autres, mais je vais peut-être prendre le temps de vous en présenter un dernier qui s'appelle Comme bataille. Et celui-là, surtout, tu sais, je disais tantôt là, que des fois, on pouvait même aller là, jusqu'à la fin du primaire, le dernier cycle du primaire. Je pense que lui, c'est un bon exemple de livre qui peut totalement là, s'adresser à un public un peu plus jeune. C'est l'histoire de Zach qui a 12 ans et son père vient de lui donner là, un vrai 4 roues, là, comme vous voyez sur la couverture. Là, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est de Isabelle Maheu. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc oui, c'est ça. Il a donné comme un vrai 4 roues d'adulte, si je peux dire. Là. Avant, il y avait un 4 roues d'enfant, puis il y a vraiment un vrai 4 roues. Et il trouve que lui, il vient de commencer le secondaire, hein, il y a 12 ans. Il trouve que le début du secondaire, c'est difficile. Lui, il préfère là, s'évader dans le bois. C'est là vraiment qu'il se sent le mieux, qu'il peut vider sa tête. Il est avec... ils sont comme un groupe de 4 amis. Donc, il passe du temps avec ses amis. C'est là qu'il se sent le mieux. Et là, son but, en fait, avec ses amis, c'est qu'il voudrait vraiment avoir comme un camp, un espèce d'endroit où est-ce qu'ils pourraient se réunir quand ils sortent en 4 roues, où est-ce qu'ils pourraient même passer des fins de semaine ensemble entre gars, avoir là, du plaisir ensemble, puis avoir là, un endroit là, où est-ce qu'ils sont rois, hein, on ne veut pas, un endroit sans parents et tout. Le père de Zach lui propose, il dit, ah, j'ai un de mes amis qui a comme une ancienne cabane, qui est un peu abandonnée. Je suis sûre qu'il pourrait nous la donner. On pourrait se la retaper ensemble, en faire un endroit là, confortable où est-ce que tu pourrais aller avec tes amis. Puis en plus, là, le fait de la construire ensemble, là, ça serait une activité là, qui serait le fun avec toi, moi, puis tes amis. Donc, évidemment, Zach est très content. Ses amis aussi vont accepter là, euh, de prendre part à cette rénovation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zach avec ses amis, ils font du 4 roues, hein, comme je vous avais dit, mais il y a comme une autre gang à l'école. C'est Mason, qui est comme le chef de la bande, là, si je peux dire, et eux, ils font du motocross. Puis c'est un peu là, comme la grande rivalité. Et Mason, là, il n'est pas super fin, là, il est un peu intimidateur sur les bords, là, lance des commentaires et tout. Et surtout, ce que Zach ne veut pas, c'est que Mason et sa gang trouvent où est-ce qu'ils ont leur camp, puis qu'ils viennent les déranger encore là. Ce serait vraiment leur havre de paix. Puis là, ça serait vraiment dommage si Mason trouvait l'emplacement. Sauf que Mason, évidemment, là, lui, est intelligent, hein. Avec les adultes, il est bien fin, puis il est bien gentil, puis il les flatte dans le sens du poil, hein, comme on dit. Fait que là, quand ils croisent Zach et son père qui sont en chemin là, pour aller réparer le camp, le père de Zach dit à Mason, ah, mais pourquoi ça ne te tenterait pas de venir nous aider, toi aussi, à construire le camp? Comme ça, avec tes amis, tu pourrais venir aussi. Hein? Plus on est de fous, plus on rit. Zach ne veut pas dire à son père qu'il n'a pas envie que Mason soit là. Fait qu'il est un peu obligé de OK, oui, c'est bon.
Donc là, c'est comme ça que Mason et ses amis découvrent l'existence du camp de Zach et de ses amis. Et là, il va vraiment y avoir, là, le titre camp de bataille, il va vraiment avoir une guerre entre les deux clans pour réclamer le camp. Et c'est là que ça va vraiment être, on a l'impression qu'on lit une histoire qui est inspirée de la guerre des Tucs ou même de Maman, j'ai raté l'avion. Parce que c'est vraiment cette guerre-là entre deux clans, mais ça va être vraiment ils vont faire des pièges à la. J'ai oublié le nom du personnage dans Home Alone, là, mais c'est Kevin qui s'appelle, je pense. En tout cas, le petit garçon va faire des pièges où est-ce qu'ils tentent des lignes à pêche pour qu'ils trébuchent, puis ils font tomber des sacs de farine, puis ils se lancent des œufs. Puis c'est vraiment là, une guerre. Oui, c'est Kevin, merci. C'est vraiment une guerre comme ça avec des petits mauvais coups, des pièges comme ça qui sont rigolos. On a vraiment là, ces deux, l'impression qu'on regarde, là, c'est ça la guerre des tucs, puis Maman, j'ai raté l'avion. Et finalement, ils vont en venir à un consensus où le camp va appartenir à Zach et ses amis. Mason vont aller se trouver un autre endroit pour aller, pour faire un peu leur lieu de repère. Et ça va se finir comme ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pour les jeunes aussi, des fois, là, on a cette espèce d'ambiance-là là, qui est très rigolote. Là. C'est drôle de les voir se battre là, avec justement des sacs de farine et tout ça. Mais c'est pour camp de bataille qui est, encore une fois, une belle histoire d'amitié. C'est vraiment un thème qui revient. Mais là, je vous en ai quand même raconté beaucoup dans la collection Garneuf, mais je voulais seulement vous mentionner aussi un autre qu'il y a dans la collection, c'est La fièvre du bug-garou, qui est vraiment très, très bien aussi. Vite fait, là, c'est cet adolescent-là qui va, au lieu de se transformer en loup-garou, il va devenir un orignal garou, un bug-garou, là, selon le titre. Puis là, on va suivre là, son évolution, les symptômes genre qu'il va avoir. Et aussi le fait que son père, en fait, c'est un grand adepte de la chasse à l'orignal, donc cet enjeu-là aussi. C'est vraiment intéressant comme concept. Là. On twist un peu le concept du loup-garou pour avoir cette twist-là avec un orignal, mais c'est très bon, celui-là. Celui-là aussi. Pardon. Je voulais vous mentionner, pour continuer, une collection chez les Zélés. C'est la collection Zone Frousse. Et là, il y a les Zones Frousse et il y a les Zones Frousse Plus. Les Zones Frousse, ça va être par exemple ici, j'en ai quelques-uns là, sous la main. Et les Zones Frousse Plus, vous voyez ici le Zone Frousse Plus, c'est pour des thématiques peut-être un peu plus vieux. Des livres aussi qui sont plus longs, peut-être même plus complexes. Donc, pour les plus vieux ou pour les très bons lecteurs. Là, bon, encore une fois, là, le temps file à la vitesse de l'éclair. Donc, je vais peut-être y aller. Là, je vais vous en raconter un de Zone Frousse puis un de Zone Frousse Plus. Je vais vous raconter mon préféré de toutes les Zones Frousse, celui-là, Féroce, de Dominique de Lopinot. Je l'ai tellement aimé. Vous avez compris là, avec le Zone Frousse là, que ça va être des romans plus d'horreur, des thématiques là, qui font peur. Mais qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'il y a tellement de numéros dans cette collection-là. Hein, juste sous la main, là, le Féroce, c'est le numéro 52. Là. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont écrits. C'est écrit par des auteurs différents. Ça aussi, c'est chouette avec les jeunes. Ça peut leur faire découvrir des auteurs qu'ils aiment. Hein. On en lit un. Ah, j'ai bien aimé comment est-ce que c'était raconté. Après ça, on va voir qu'est-ce que l'auteur a écrit d'autre. Peut-être qu'il en a écrit d'autres dans la collection. Peut-être qu'il a écrit autre chose. Donc, ça permet là, d'élargir nos horizons, d'élargir nos connaissances. Mais ça fait en sorte aussi que il y a plein de types d'horreurs qui sont abordés. Par exemple, dans Prisonnier d'une nuit, là, ça va être plus paranormal, les fantômes. Dans Féroce, ça va être un lion qui va être relâché accidentellement puis qui va attaquer des gens. Donc, peu importe ce qui nous fait, l'horreur, c'est très subjectif. Là. Moi, honnêtement, là, des histoires de fantômes comme ça, j'y crois pas vraiment. Fait que j'ai un peu de misère à embarquer. Mais avec Féroce, là, j'ai vraiment eu des frissons là, parce que c'est quelque chose qui pourrait se passer pour de vrai. Donc, ça permet là, de cibler nos intérêts. Si on a envie d'avoir très peur, si on a envie d'avoir un peu moins peur, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts dans cette collection-là. Dans Féroce, c'est l'histoire de Emilio qui reçoit pour son anniversaire de sa tante une nuitée dans une auberge où est-ce qu'on peut dormir là, dans des chambres qui sont comme vitrées.
qui donne sur la cage des lions. Donc, on dort en quelque sorte avec les lions. Lui, il est vraiment, vraiment fasciné de lions depuis qu'il est tout petit. C'est son animal préféré. Son plus grand rêve, c'est de faire un safari. Donc, il est vraiment, vraiment content du cadeau de sa tante. Il va être accompagné par son cousin et son meilleur ami aussi. Donc, ils vont être 3 gars à participer à cette activité-là. Quand ils arrivent à l'auberge des lions, la tante est un peu fatiguée, c'est elle qui conduit là, tout le long. Là. Fait qu'elle se couche pour faire une sieste, mais là, les gars, ils s'ennuient un peu. Puis ils décident d'aller explorer l'hôtel, même s'ils n'ont pas vraiment le droit d'y aller quand ils ne sont pas accompagnés. Ils vont se promener dans les corridors. Ils vont rencontrer un petit garçon. Là, son nom, là, je sais pas, là. Moi non plus, j'ai de la misère avec les noms des personnages secondaires. Appelons-le le petit garçon. Qui est plus jeune qu'eux. Et lui, il est venu avec son père, mais son père, il est comme en télétravail. Donc, il doit travailler. Puis lui aussi, il s'ennuie dans sa chambre à rien faire. Lui aussi, il a envie de se promener. Donc là, vu que lui est plus petit, il demande aux 3 gars s'ils peuvent l'accompagner là, pour qu'il puisse se promener dans l'hôtel, lui aussi, pardon. Donc, les gars acceptent un peu, là, comme ça va être le petit frère gossant, là, mais bon, c'est pas très grave. Sauf que là, ils se rendent compte que le petit garçon a clandestinement amené dans l'hôtel son petit chien. Et évidemment, les animaux sont interdits dans cette auberge-là parce que, bon, on s'imagine là, quelle catastrophe pourrait, pourrait advenir. Sauf que lui, il a amené son petit chien. Et là, malheur, alors que les 4 garçons se promènent à l'extérieur, le petit chien va sortir du sac et va réussir à s'incruster dans l'enclos du lion. Là, je vous dis tout de suite, ce petit chiot-là, là, c'est pas comme dans l'autre histoire que je vous ai racontée. Faut pas s'attacher à ce petit chiot-là parce qu'il va se faire dévorer par le lion. Et là, bon, évidemment, le petit garçon est complètement traumatisé. Là. Son petit chiot vient de se faire manger par un lion devant ses yeux. Et lui, il veut absolument récupérer le collier de son chien, là, comme souvenir, là, pour se souvenir de lui. Et les garçons vont trouver, là, sont très débrouillards, puis ils vont réussir à trouver un moyen d'ouvrir la cage du lion pour aller récupérer le collier. Et tout ça, tout se passe bien, sauf qu'il y a une roche mal placée qui va faire en sorte que la cage ne se referme pas complètement, mais les garçons ne s'en rendent pas compte. Et là, retournent à l'école, mon Dieu, pardon, à l'auberge. Et vont continuer leur journée jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le hall de l'hôtel et qu'il aille entre les 2 portes coulissantes le lion qui les attend là et qui a réussi à se sauver. Et là, ils vont devoir sauver leur peau parce que là, il y a un lion en liberté, un lion féroce qui essaie de manger tout le monde, qui se promène dans le lobby de l'hôtel. Et là, c'est vraiment un peu comme dans la virée de l'été. Là. Tout ce qui peut mal arriver arrive. Là. Il essaye de lui. Il y a comme des tranquillisants là, qu'ils peuvent donner au lion. Ça ne fonctionne pas. Ils vont essayer. Là, il y a un bouton d'urgence. Donc, ils se disent, ça va nous aider. Sauf que les boutons d'urgence, ça ferme toutes les issues. Donc là, ils ont enfermé le lion à l'intérieur. Donc là, ils sont encore plus dans le trou. Et il y a du monde qui vont se faire attaquer. Puis ça va être sanglant. Mais finalement, là, ils vont réussir. Là, tout le monde s'en sort. Là, ça reste correct. Là, y a pas de, c'est dans le zone frousse, c'est pas dans le zone frousse plus. Tout le monde va s'en sortir. Mais c'est vraiment un type d'horreur qui est différent, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, celui-là. On n'est pas dans les fantômes, dans les spectres et tout. Dans les monstres, on est vraiment avec un animal en liberté, comme ça, qui attaque les humains. Mais c'est vraiment une histoire très, très, très rapide. Hein? Les actions, là, c'est vraiment sans cesse. Donc, on est comme tenu en haleine, pardon, vraiment là, jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment, je trouve, un de mes préférés là, de la collection. Sinon, avec Zone Frousse Plus, là, comme je vous disais, c'est vraiment plus pour quelque chose de plus vieux. Souvent, ça va être plus, on va aller plus loin dans l'horreur, vraiment dans quelque chose... ça se finit pas nécessairement bien, comme dans Féroce. Par exemple, celui que j'ai, Derrière le mur, qui est par France Gosselin. C'est une espèce d'usine qui a été abandonnée proche de la maison de Justine. Et c'est comme un peu le terrain de jeu là, des adolescents. Là, ils vont un peu squatter là, se rencontrer là. C'est comme un lieu un peu sans règlement. Hein. Et ils commencent à entendre des bruits bizarres derrière un mur qui a été comme condamné. Ils vont aussi retrouver des carcasses d'animaux complètement vidées
comme super, super nettoyé, là, comme si tout avait été arraché, tout avait été mangé peut-être. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là, avec tous ces phénomènes-là qui arrivent de plus en plus souvent. Et Justine, elle a une petite sœur qui s'appelle là encore une fois, c'est sûr que j'ai pas le nom de la petite sœur, Malika qu'elle s'appelle. Oh, je l'avais trouvé, il était sur la 4e de couverture. Et sa petite sœur, elle aime bien, elle aime beaucoup dessiner. Puis elle fait comme des graffitis sur les murs là, de l'usine abandonnée. C'est comme une grosse toile hein, qu'elle peut utiliser pour faire ses dessins. Et quand elle passe, elle fait ça souvent. Sauf que là, à un moment donné, elle est en train de dessiner, puis elle se fait attaquer par une espèce de créature étrange. Il va se faire amener à l'intérieur, de l'autre côté du mur qui est barricadé, et elle doit évidemment, elle cherche à sauver sa sœur, évidemment. Le père de Justine et de Malika, il est séparé de sa mère depuis longtemps. Et avant la naissance de sa petite sœur, son père, c'était une personne super enjouée et tout. Mais depuis la naissance de Malika, il s'était comme refermé, il ne parlait plus, faisait plus de blagues, a commencé à consommer et tout. Donc, c'était comme vraiment plus la même personne. Et elle se rend compte qu'en discutant avec lui, là, il va lui avouer que, alors que la journée que Malika est née, en fait, alors qu'il conduisait l'auto pour se rendre à l'hôpital, hein, pour que la mère puisse accoucher, il a frappé une piétonne, une jeune adolescente. Et sur l'émotion du moment, il y avait sa femme à côté de lui qui est en train d'accoucher, frappe l'adolescente et s'est jamais arrêté. Puis il a juste continué son chemin et il l'a laissé là. Il ne savait pas si elle était blessée, il ne savait pas si elle avait survécu. Et il ne s'est jamais pardonné ce crime-là, on veut pas. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que l'adolescente qui l'a frappé, c'est une adolescente qui était un peu sans abri et qui avait trouvé refuge dans justement l'usine, hein, derrière chez eux, et qui avait été emmurée littéralement en derrière quand ils ont fermé l'ouverture. C'est la même personne. Et là, évidemment, elle s'est retrouvée là, à être coincée là et elle est obligée de se nourrir de carcasses d'animaux. Hein, c'est tout ça qu'ils avaient trouvé. Et le père va avoir cette espèce d'idée là, de devoir aller lui parler parce qu'il se sent encore coupable. Là. Il apprend qu'elle n'est pas décédée, mais qu'elle vit dans des conditions absolument horribles. Et va aller lui parler. Et c'est ça qui est intéressant avec ce roman-là, c'est qu'on sait que la créature, c'est une humaine, mais c'est plus du tout une humaine. Là. Elle a des apparences étranges, elle mange des carcasses d'animaux, elle est absolument diabolique. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que on se dit, où est la frontière? Est-ce que c'est une créature maléfique? Est-ce que c'est vraiment une humaine? Donc ça aussi, c'est intéressant à étudier une thématique là, justement qui complexifie l'œuvre, qui fait en sorte que pour les plus vieux, c'est intéressant aussi. Et bon, ben, je vous révèle le punch, là. C'est ça ma job, hein, finalement, vous révéler le punch de toutes les histoires. Mais l'usine va être détruite et le père et l'adolescente, la créature vont être comme... vont succomber là, sous les débris de l'usine et Justine va devenir... on dit qu'elle devient folle, bref, là, que la situation l'a vraiment trop affectée et elle va devenir complètement là, hors de contrôle et l'histoire se termine comme ça. Ça se termine pas bien finalement. Mais si vous avez des adeptes d'horreur, là, celui-là justement avec le côté, ce personnage-là qui est ambigu, je trouve que ça rajoute vraiment une dimension intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture de ce roman-là, puis ben, j'ai eu peur, là, pour être honnête. Là. C'est vraiment, celui-là est très réussi niveau horreur. Là. Si vous en voulez qui cherche des sensations fortes, je pense que c'est une bonne suggestion. Et là, je vais utiliser Rose, les... si tu Oui. permets, parce que tu as mentionné les différents types d'horreur, puis je trouve ça vraiment important, là. C'est vraiment une bonne idée que tu l'as mentionné. Puis si vous allez voir sur le site des ailés, je vais le mettre dans la conversation. Je n'avais pas remarqué, là, je viens de vérifier en t'écoutant. Pour chacun des livres, il y a des tags, il y a des mots-clés qui est écrit soit, mettons, suspense, fantôme. Donc, ça peut être intéressant aussi parce que, comme tu disais, dans la collection Zone Frousse, il y en a comme, je sais pas, 60, là. Euh, Comment on choisit au travers de ça, c'est Mhm. difficile, mais il y a des identifiants pour chacun des livres, fait que ça peut valoir la peine d'aller Ah, voir ben ça. oui. Puis aussi, mais dans la bibliographie que tu as remise au début, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de fiches pédagogiques. Ouais. Il y a entre autres beaucoup, beaucoup de livres de la collection Zone Frousse qui ont une fiche pédagogique qui est proposée par la maison d'édition. Je vais le mettre aussi dans la conversation, le lieu là, où il y a toutes les fiches qui sont réunies. Oui. Merci.
Merci, mais c'est bon, ça, je savais pas qu'il y avait des tags comme ça. C'est bon pour s'y retrouver parce que oui, en effet, il y en a énormément. Puis des fois, si on veut une recherche rapide, là, faire une suggestion rapide à des élèves, là. Intéressant. Donc, je vais utiliser les quelques minutes qui me restent pour vous présenter une dernière collection que je tenais absolument à vous montrer. C'est la collection Parcelles. Et c'est, là, j'en ai deux sous la main. J'ai Au fil des îles de Isabelle Larouche et La mélodie de l'été de Émilie Rivard. Et la collection Parcelles, ce sont des recueils de poésie. Ce sont des récits poétiques dans lesquels les auteurs, les autrices vont raconter des souvenirs d'enfance. Donc, c'est des livres qui sont classés, on dit à l'arrière que c'est 8 ans et plus. Mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui, pour initier les jeunes à la poésie, évidemment, c'est parfait. Mais pour les plus vieux aussi, c'est pas parce que c'est écrit 8 ans et plus là, que ça s'adresse aux primaires seulement. Je pense que c'est vraiment des livres qu'on peut suggérer aux plus vieux aussi. C'est des récits poétiques, donc on peut, tout le monde voit, on peut interpréter le texte différemment, on peut voir des choses différemment, surtout que c'est des souvenirs d'enfance, donc on peut tous peut-être prendre un petit quelque chose avec lequel on s'identifie. C'est vraiment des récits pour... je trouve que c'est parfait pour un peu déconstruire l'idée que la poésie, c'est plate, c'est compliqué, on comprend rien, c'est pour les vieux. Là. C'est vraiment, là, on a un récit poétique. Donc, je trouve que ça l'aide aussi à s'y retrouver. On nous raconte quand même une histoire. Donc, ça permet là, de se retrouver à travers tout ce langage-là qui est travaillé. Mais justement, la langue, elle est très travaillée. Et l'aspect visuel du texte aussi. Je vais vous montrer dans La mélodie de l'été. Il y a par exemple, ici, on parle, elle nous dit, dans le fond, très rapidement, pour que vous compreniez, La mélodie de l'été, c'est l'histoire d'une adolescente qui participe à un camp musical pendant l'été, qui joue du violon et qui se cherche un peu. Elle ne sait pas si elle veut continuer à faire du violon. Elle aime ça, mais elle ne sait pas si elle aime ça assez pour en faire son métier. Elle ne sait pas trop si elle est assez bonne pour poursuivre plus loin. Donc, c'est tous ces questionnements-là, là, comme du milieu, fin de l'adolescence, où est-ce qu'on se dit, tu sais, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose à continuer à pratiquer mon violon? Et par exemple, ici, là, elle parle, la phrase, c'est sur le dessus de la pyramide se tient mon violon. Et on a les mots qui sont vraiment comme en pyramide, comme ça. Donc, le visuel du texte aussi est intéressant. Admettons, là, j'avais noté une page que je vais vous montrer. Ah oui, c'est ça. Par exemple, ici, elle dit que son violon est à gauche, mais la phrase aussi est à gauche de la page. Donc, il y a vraiment, ici, il danse sur les cordes qui est ondulé. Donc, on a vraiment un travail aussi sur le visuel que je trouve qui est intéressant, là, qui est beau à voir aussi. Puis le texte, c'est comme si le texte était performatif, quand on dit à gauche, puis le texte se trouve à gauche. Je trouve que ça rajoute une dimension qui est intéressante. Et c'est vraiment celui-là, un livre qui s'interroge justement sur la place de la musique dans sa vie. Puis après ça, bon, si on n'est pas musicien nous-mêmes, on peut se retrouver quand même dans ces questionnements-là, de voir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, la place. Je trouve que c'est un beau discours aussi sur, souvent des fois les études en art, c'est comme moins valorisé, on se dit ça servira à rien. Il y a toute cette réflexion-là là-dessus, je trouve qui est intéressante. Ouais, c'est ça. Un petit. J'adhère pas du tout à ça. Là. J'étais à le mentionner, ayant moi-même fait un baccalauréat en littérature. Mais bref, justement, j'aurais peut-être aimé ça le lire avant de faire mon bac en littérature, puis me faire dire, mais ça sert à quoi les arts, ça sert à quoi la littérature, ça sert à quoi la musique. Puis je trouve que c'est un livre qui aborde ça avec justement, là, j'ai essayé de vous montrer là, d'autres pages pour que vous voyez là, la disposition là, des vers et tout. Mais ça reste qu'on nous raconte une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin, il y a des actions. C'est pas comme des fois un recueil poétique qui va parler d'un sujet en général, mais là, on nous raconte une histoire. C'est comme un récit poétique. Donc, je trouve que c'est une bonne initiation au genre pour voir les codes, comment ça fonctionne, pour justement décomplexifier là, la poésie avec les jeunes. Puis c'est vraiment des belles histoires, justement, de souvenirs d'enfance. Donc, on peut toutes s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment une belle collection là, que je vous invite là, fortement. Là, j'en ai juste deux sous la main, mais il y en a plein. Je les ai toutes mis dans la bibliographie, tout ceux qu'il y avait. Ça aborde plein de sujets différents, donc je suis sûre que tout le monde peut trouver
un qui leur parle plus, puis après ça, on peut en discuter et tout. Donc, c'est vraiment une collection que je vous invite fortement à aller voir, à aller consulter. Puis, je veux pas, vu que c'est des petits recueils de poésie, mais ça se lit super vite. Donc, encore là, si vous avez des jeunes qui regardent un roman puis qui voient ça comme une montagne à surmonter, mais ça, je pense que des fois, on n'y pense pas nécessairement, mais ça peut être une bonne alternative à la lecture d'un roman. Ça laisse la place aussi à notre imagination. On peut coller nos interprétations sur certains passages qui sont peut-être plus flous ou qui laissent des blancs. Donc, ça nous permet là, d'avoir un côté un peu, c'est ça, de faire valoir notre imagination là-dedans, puis d'avoir une lecture qui est peut-être plus rapide que celle d'un roman. Donc, c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais préparé pour les zélés. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi à me faire part? Ça peut être dans le chat aussi si vous voulez pas prendre la parole. Ben, j'ajouterais aussi, Rose, pendant que les gens peut-être pensent à leurs questions ou commentaires, que c'est une poésie qui est très narrative aussi, tu sais, Ouais. qui raconte une histoire. Puis moi, celui que j'ai retenu le plus, c'est celui d'Emmanuel Lauzon, qui s'appelle Moulin à parole. Parce qu'il est un peu, ben, je l'ai retenu les autres aussi, mais je le trouve un peu différent, celui-là. C'est assez autobiographique, je pense aussi. Il y a un côté où les auteurs sont amenés à raconter, comme tu le disais, un souvenir d'enfance. Puis c'est un personnage qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, puis qui est amené à faire un exposé oral. Mais pour écrire son exposé oral, sa pensée va trop vite. Il n'est pas capable d'écrire son exposé oral parce qu'il y a toujours une autre idée. Alors, quelqu'un va lui proposer de s'enregistrer avec un microphone, avec une petite enregistreuse. Et là, il va commencer à comprendre que s'il parle avant d'écrire, ben, il est capable de garder le fil de ses idées puis le fil de sa pensée. Puis ça va amener le personnage éventuellement à se rendre vers la radio, vers d'autres formes d'art aussi. Donc, tu as parlé d'autres ouvrages plus tôt dans la présentation où on partait des difficultés que peuvent vivre des personnages, puis finalement, ben, en trouver des solutions, trouver des avantages à ça. Mais je trouve que ça irait bien dans la même lignée aussi que ça, là. Mais Mhm. vraiment, c'est une très belle collection, tu as bien raison de le mentionner. Il y a quelqu'un qui a écrit dans la conversation, je pense. Ah, c'est disparu, c'est bizarre. Ah, J'avais vu quelqu'un qui avait écrit, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé, mais là, on dirait que je vois pas la suite de la conversation. Ah, un je petit l'avais peu. lu et beaucoup aimé celui-là aussi. C'était peut-être Moulin à parole, le dernier dont on a parlé, Moulin à parole, oui, effectivement. Mais c'est une belle collection. Il y en a quoi, à peu près 8 peut-être jusqu'à maintenant Oui, à peu près. qui ont été publiés? Ouais. Ouais. Eh bien, j'ai pas vu d'autres questions qui sont apparues. Écoute, Rose, merci infiniment. C'était super intéressant. Je vais te dire, te présenter des livres que moi, j'avais pas encore lus. Puis c'est ça qui est Ouh! intéressant aussi. Ben, plein tous les premiers, je les avais pas lus encore. C'est ça qui est intéressant, c'est que aussi, tu sais, on va vers des livres qui nous rejoignent, qui nous attirent aussi. Fait que c'est intéressant d'avoir le point de vue de d'autres lecteurs, d'autres lectrices sur les livres, puis aussi sur les livres qu'on a lus. Tu avais raison pour la collection noire aussi. Tu sais, moi, Féroce, j'ai beaucoup apprécié, mais moi, j'aime ça, les histoires de fantômes. Fait que j'ai apprécié aussi des livres avec des fantômes puis des esprits, mais ça dépend tellement de nos goûts puis de nos intérêts. Tu nous as fait découvrir plein de livres puis donner envie de les lire. Ben Donc oui. là, ben, c'est encore tôt pour parler du 5 à 7 du vendredi, mais je ne sais pas si vous avez ajouté des livres sur votre pile à lire pour la fin de semaine ou pour la soirée. J'espère que oui. Oui, j'espère. Je vous souhaite bien d'avoir des belles lectures. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette journée. On a une autre journée Appui Livre qui est prévue la semaine prochaine, le 29. Et pour cette journée, on va faire la même chose. Donc, on va partager l'animation, Rose et moi. Il y aura les éditions de Mortagne que je vais vous présenter, puis les éditions ADA que Rose va vous présenter. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir deux maisons d'édition, deux types de livres. Puis encore une fois, on va s'intéresser aux lecteurs du primaire et du secondaire. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine. Dans les prochains jours, là, peut-être au début de la semaine, vous allez recevoir des enregistrements. Les bibliographies vous seront également renvoyées. Le lien pour vous abonner à l'infolette. France, même si tu veux le remettre dans la conversation tout de suite, si vous voulez aller vous abonner à l'infolette pour être informé de nos prochaines animations, on vous invite à le faire maintenant. Et ben, bonne fin de semaine. Merci à Mm. tout le monde d'avoir été là. Merci.